À quoi tu sers encore, maman? Mon fils n'a pas crié. Il n'a pas haussé le ton. Il a posé la question comme on pose un constat, un chiffre sur une feuille, une évidence qu'on ne discute plus. Nous étions assis dans le salon. La télévision était allumée sans le son. Dehors, il pleuvait doucement. Un de ces après-midi gris, où l'on parle plus facilement de ce qu'on n'aurait jamais osé dire sous le soleil. Je me souviens très précisément de ce moment. Pas seulement de ses mots, mais de son regard. Un regard pressé, presque agacé, comme si ma simple présence ralentissait quelque chose de plus important que moi. Tu ne gères plus rien. Tu oublies des choses. Tu ne prends plus de décisions utiles. Utile. Le mot est tombé lourdement, comme s'il avait été pesé à l'avance. Ina, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti cette vieille habitude revenir. Celle de chercher une explication, une excuse, un moyen de rassurer. J'aurais pu dire que j'étais fatiguée, que c'était une mauvaise période, que j'avais encore toute ma tête. Mais j'ai compris, à cet instant, que toute défense serait interprétée comme une preuve de prole. Plus, il faut être réaliste. Il ajouté. Tu n'es plus vraiment utile aujourd'hui. Ce n'était pas une insulte lancée sous la colère. C'était pire. C'était un verdict. Je me suis regardée dans la vitre de la bibliothèque. J'ai vu une femme âgée. Oui, les cheveux plus blancs. Les traits marqués. Mais j'ai aussi vu celle qui avait tenu cette maison pendant des décennies. Celle qui avait géré les comptes quand il était encore à l'école. Celle qui avait pris des décisions quand d'autres hésitaient. Et pourtant, en face de moi, mon fils venait de réduire toute cette vie à une simple question d'aine, utilité. Il parlait déjà d'autre chose, d'organisation, de simplification, de démarche à prévoir. Ce serait plus simple si quelqu'un prenait le relais. Quelqu'un. Pas moi. Je me suis sentie soudain très calme. Ce calme étrange qui arrive quand quelque chose se brise définitivement. Je n'avais pas envie de pleurer, ni de crier. J'avais surtout compris que ce moment n'était pas une discussion. C'était une mise à l'écart officielle. Je me suis levée lentement. Je vais me reposer, et à jeudi. Il a acquiescé, soulagé, comme si ma fatigue confirmait son raisonnement. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit, sans allumer la lumière. Les mots tournaient encore dans ma tête. Inutile. Ce mot-là avait tout écrasé sur son passage. Il effaçait les années, les sacrifices, les choix. Il transformait une mère en charge. Faire. Je ne me suis pas demandé pourquoi il pensait cela. Je me suis demandé depuis quand. Depuis quand avait-il commencé à me regarder comme une fonction périmée, plutôt que comme une personne? C'est là que je me suis souvenu de la chemise cartonnée, rangée au fond de l'armoire. Celle que j'avais constituée après la mort de mon mari. Par prudence. Par lucidité. Sans jamais imaginer que j'aurais à m'en servir contre mon propre enfant. Je l'ai sortie. Lentement. Les documents étaient là. Intacts. Datés. Signés. Des décisions prises quand j'étais parfaitement consciente, parfaitement responsable. Des choix clairs, faits pour protéger ce que j'avais construit. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert la chemise. Et, pour la première fois, depuis cette phrase terrible, je n'ai plus ressenti de honte, ni de tristesse, mais une certitude froide et solide. On peut me juger inutile, mais on ne peut pas m'effacer légalement. Mon fils croyait que l'utilité se mesure à la rapidité, à la performance, à la docilité. Il allait bientôt découvrir que l'utilité peut aussi prendre la forme d'une prévoyance silencieuse, patiente, irréversible. Je n'allais pas me battre. Je n'allais pas protester. Donc, je n'allais pas supplier qu'on me respecte. Je savais désormais où j'allais parler. Et surtout, qui allait parler pour moi. Ce jour-là, je n'étais plus une mère jugée inutile. J'étais une femme qui avait prévu longtemps à la trad avance le moment où on tenterait de la réduire au silence. Avant ce jour-là, avant ce mot brutal inutile, il y avait eu une transformation lente, presque imperceptible. Là, rien qui fasse scandale, rien qui mérite une alarme immédiate, juste un glissement progressif, comme une lumière qui baisse sans qu'on s'en rende compte. Oh, mon fils n'a pas toujours été ainsi. Je me souviens de lui jeune, inquiet de bien faire, me demandant conseil pour les choses importantes. Il savait que je réfléchissais avant d'agir.
Il savait aussi que j'avais tenu bon quand il fallait tenir. J'étais pour lui un point fixe, une référence silencieuse. Puis, les années ont passé. Il a pris confiance, trouvé sa place, construit sa vie. Et moi, j'ai commencé à disparaître doucement de son champ de décision. Pas parce que je me trompais davantage, parce qu'il pensait, sans le dire, que mon temps était passé. Les premiers signes étaient discrets. Il me corrigeait en public sur des détails. Il finissait mes phrases. Il expliquait ce que je venais de dire, comme si je n'avais pas été assez clair. Ce que maman veut dire, c'est que je le laissais faire. Par habitude. Par affection. Je croyais qu'il s'agissait d'un réflexe maladroit, pas d'une prise de pouvoir. Puis il a commencé à décider sans m'en parler. Des choses simples, d'abord. Des démarches. Des rendez-vous pris à ma place. C'est plus pratique, disait il. Je n'aimais pas cette phrase, mais je la laissais passer. Je pensais que c'était cela, être une bonne mère âgée. Ne pas compliquer la vie de ses enfants. J'ignorais que ce silence allait être interprété comme une incapacité. Je me souviens très bien du moment où j'ai senti que son regard avait changé. C'était lors d'une discussion banale. J'ai proposé une solution, réfléchi, argumenté. Mais il m'a regardé, surpris, presque amusé. « Tu penses encore à ce genre de choses ?» Ce encore m'a frappé. Il entendait que je n'étais plus censé penser, décider, anticiper. Comme si la lucidité avait une date de péremption. À partir de là, j'ai observé davantage. J'ai noté mentalement d'abord, puis par écrit. Les phrases qui minimisaient, les sourires condescendants, les soupirs quand je posais une question précise. On ne m'attaquait pas. On me déplaçait. J'ai compris que mon fils ne me voyait plus comme une femme capable, mais comme une variable à gérer. Et ce regard-là, une fois installé, cherche toujours des preuves pour se justifier. C'est à cette époque que je suis retournée chez le notaire, sans drame, sans urgence apparente. J'y suis allée, comme on met à jour une carte importante, pour vérifier que ce que je ressentais confusément pouvait être clarifié légalement. Je n'y suis pas allée contre mon fils. J'y suis allée pour moi. Le notaire m'a expliqué calmement les choses, ce qui m'appartenait, ce que je pouvais décider seule, ce que personne ne pouvait faire sans mon accord explicite. J'ai senti un soulagement profond. Ma capacité ne dépendait pas de l'opinion de mon enfant. J'ai alors préparé ce dossier, méthodiquement, sans rien cacher, sans rien précipiter. J'avais compris une chose essentielle. Ce n'est pas quand on vous juge inutile qu'il faut se défendre, c'est bien avant. Pendant ce temps, mon fils continuait à m'aimer à sa manière. Mais c'était un amour, pressé, conditionnel, inquiet. Un amour qui supporte mal la lenteur et doute de la profondeur. Un amour qui mesure la valeur à l'efficacité. Je n'ai pas cherché à le corriger. J'ai laissé le temps faire son œuvre. Parce que je savais que, tôt ou tard, ce regard-là chercherait à devenir officiel. Et quand ce jour arriverait, je voulais être prête. Le jour où il m'a jugé inutile n'est donc pas tombé du ciel. Il a été l'aboutissement logique de années de petites mises à l'écart, acceptées sans bruit. Après ce changement de regard, les humiliations ne sont pas arrivées comme des coups. Elles sont venues comme des corrections. Discrètes. Raisonnables. Presque pédagogiques. Mon fils ne me parlait plus comme avant. Il expliquait davantage. Il répétait. Mais il reformulait mes phrases devant les autres, comme si j'avais mal exprimé une pensée pourtant claire. Ce que maman veut dire. Cette phrase revenait souvent. Trop souvent. Je sentais que quelque chose m'échappait. Non pas la compréhension, mais la légitimité de parler. Un jour, lors d'un repas de famille, j'ai donné mon avis sur un sujet banal. Rien de grave. Une décision à prendre pour les semaines suivantes. Mon fils a souri, légèrement. On verra ça entre nous, après. Entre nous. J'étais donc déjà en dehors. Personne n'a relevé. Pas par méchanceté. Par habitude. L'exclusion, quand elle se fait doucement, devient invisible. Elle se confond avec l'ordre naturel des choses. Les semaines suivantes, les décisions se sont enchaînées sans moi. Des rendez-vous pris à ma place. Des papiers rangés pour m'aider. Des démarches faites pour me soulager. Chaque geste était accompagné d'un discours rassurant, presque affectueux. C'est plus simple comme ça.
Tu n'as plus à t'en occuper. Je me suis surprise à douter. Non pas de ce que je comprenais, mais de mon droit à intervenir. Était-ce normal, à mon âge, de vouloir encore décider? Était-ce égoïste de vouloir garder la main sur ce qui me concernait directement? Ja. Le mot inutile n'était pas toujours prononcé. Il flottait. Il s'installait dans les regards, dans les soupirs, dans cette manière qu'avait mon fils de vérifier ce que je faisais. Tu es sûr? Laisse, je vais le faire. Ces phrases, répétées, finissent par éroder quelque chose de profond. On ne se sent plus attaqué, on se sent déplacé. Un après-midi, j'ai surpris une conversation. Mon fils parlait au téléphone. Oui, elle commence à avoir du mal. Il n'a pas précisé quoi. Ce flou m'a fait plus mal que n'importe quelle accusation directe. Parce qu'il permettait toutes les interprétations. De gel. Ce jour-là, j'ai compris que l'étiquette était posée. Inutile. À partir de là, tout devenait cohérent. Des décisions sans moi, les regards indulgents, les silences quand je proposais quelque chose de précis. J'ai tenté, une fois, de m'opposer, calmement. J'ai dit que je préférais m'occuper moi, à même, d'une démarche importante. Mon fils a soupiré. Pourquoi tu compliques toujours? Compliqué. Encore un mot qui ne décrit pas un fait, mais un jugement. Je n'ai pas insisté. Pas par peur. Par lucidité. J'ai compris que toute résistance frontale serait utilisée comme une preuve supplémentaire de mon inutilité. Protester, dans ce contexte, devenait suspect. Se défendre devenait excessif. Alors j'ai observé. J'ai commencé à noter les dates, les phrases exactes, les décisions prises sans moi. Pas pour préparer une accusation, mais pour rester ancré dans la réalité, pour ne pas me laisser glisser dans le doute de moi à même. Car c'est cela, le plus dangereux, quand on commence à croire qu'on exagère, quand on se demande si l'autre n'a pas un peu raison, quand on confond l'amour inquiet avec le droit de décider à votre place. Je n'étais pas humiliée publiquement. Pas encore, mais étais progressivement dépouillée de mon rôle. Chaque fois que je me taisais pour préserver la paix, je sentais que je perdais un peu de terrain. Et chaque fois que mon fils parlait pour moi, il gagnait en assurance. Ce n'était pas un complot. C'était une dynamique. Un soir, seule dans ma chambre, j'ai ouvert la chemise cartonnée. J'ai relu les documents, les signatures, les dates. Tout était clair. Tout était légal. Tout témoignait d'une chose simple. J'avais été capable. Et je l'étais encore. Je me suis dit alors que ce que je vivais n'était pas une suite de maladresses. C'était une logique. Une logique dangereuse, parce qu'elle s'habille de bonnes intentions. On ne m'humiliait pas en me criant dessus. On m'humiliait en décidant que je n'avais plus besoin d'exister pleinement. Et dans ce silence organisé, j'ai compris que le prochain pas serait plus grave. Qu'après l'inutilité viendrait la dépossession officielle. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de promesses, attendre que mon fil change de regard, et que j'ai commencé à me préparer, à le confronter à la réalité. La goutte d'eau n'a pas été une phrase blessante. Elle a été un document. Un matin, en rentrant des courses, j'ai trouvé sur la table du salon une enveloppe Kraft, posée bien droit, comme si elle m'attendait. Mon nom était écrit dessus, d'une écriture que je connaissais trop bien. Celle de mon fils. Rapide, décidée. L'enveloppe était déjà ouverte. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles agrafées. Un courrier d'une banque. Un formulaire de mise à jour de situation. Et surtout, une page surlignée en jaune, avec un titre qui m'a coupé le souffle. Mandat de gestion à effet immédiat. Je me suis assise, lentement. J'ai relu. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le texte était clair, froid, administratif. On y parlait de simplification, d'efficacité, de continuité. Il était écrit que certaines opérations seraient désormais effectuées en mon nom, pour mon bien, afin d'éviter les erreurs. Les erreurs. Toujours ce mot vague, pratique, impossible à contester, sans paraître paranoïaque. Mon fils est arrivé peu après. Il a vu le dossier ouvert devant moi. Il n'a pas eu l'air surpris. Tu as vu? Il a parlé comme si nous avions déjà eu cette conversation. Comme si tout était entendu d'avance. C'est plus sûr comme ça, maman.
Je lui ai demandé, très calmement, quand il comptait m'en parler. Il a haussé les épaules. Je savais que tu réagirais mal. Cette phrase-là a fait basculer quelque chose en moi. Réagir mal. Refuser qu'on décide à ma place était donc une réaction excessive. Ma lucidité devenait un problème à gérer. Je lui ai demandé s'il avait déjà signé. Il a hésité une seconde. Puis il a répondu. Il manquait juste ta signature. Juste. Comme si elle n'était qu'une formalité. J'ai senti une chaleur sourde me monter au visage. Pas de colère explosive. Une colère contenue, lourde, précise. Celle qui ne laisse plus de place au doute. Je me suis levée. J'ai pris les feuilles. Je les ai alignées soigneusement. Pour le... Tu as préparé tout ça sans moi, et à jeudi. Il n'a pas nié. Il m'a parlé de responsabilité, de fatigue, d'avenir. Il a utilisé des mots rationnels, presque convaincants, s'il n'y avait pas eu ce détail essentiel. Je n'avais jamais demandé à être remplacé. Je lui ai rendu les documents. Je ne signerai pas. Il a soupiré, visiblement agacé. Tu ne te rends pas compte? Non? C'était lui qui ne se rendait pas compte. Ce jour-là, j'ai compris que ce que je vivais n'était plus une suite d'humiliations diffuses. C'était une tentative de dépossession officielle, préparée avec méthode, justifiée par une image faussée de moi. Une fois seule, j'ai sorti la chemise cartonnée, celle que j'avais préparée des années plus tôt, presque machinalement. J'ai posé les documents sur la table. Les miens, d'un côté. Les siens, de l'autre. La différence était flagrante. Les siens parlaient de moi sans moi. Les miens parlaient de moi avec moi. J'ai compris que si je laissais passer cela, tout le reste suivrait. Aujourd'hui, un mandat bancaire. Demain, autre chose. Toujours au nom de mon inutilité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais perdue, parce que j'étais lucide. J'ai pris un carnet. Alors, j'ai noté la date, les mots exacts, les documents, le ton employé. Ce n'était plus un simple récit intérieur. Au bout, c'était une chronologie. Le lendemain, j'ai appelé le notaire, celui que j'avais déjà consulté autrefois. J'ai pris rendez-vous sans en parler à personne. Je n'avais plus besoin d'autorisation. Quand mon fils m'a demandé, quelques jours plus tard, si j'avais réfléchi, je l'ai regardé calmement. Oui. Il a souri, soulagé. Il croyait que j'allais céder. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ma réflexion ne portait pas sur s'il fallait agir, mais sur comment. La moyenne, et surtout quand. La goutte d'eau n'avait pas provoqué une scène. Elle avait provoqué une décision. Je n'allais plus discuter sur le terrain de l'émotion. Je n'allais plus tenter de prouver que j'étais utile. J'allais laisser parler ceux qui ne discutent pas. Les faits, les dates, les actes légaux. À partir de ce jour-là, je n'étais plus une mère jugée inutile. J'étais une femme qui s'apprêtait à démontrer, calmement, que l'on ne m'efface pas avec un formulaire. Après cet épisode, les nuits ont changé de texture. Elles n'étaient pas remplies d'angoisse, mais d'une veille silencieuse. Comme si mon esprit refusait désormais de s'abandonner à l'oubli, tant que quelque chose n'était pas réglé en profondeur. Je restais allongée, les yeux ouverts, à écouter le tic-tac de l'horloge. Chaque seconde semblait poser une question simple et implacable. Qu'attends-tu encore? J'ai compris alors que ce qui me retenait n'était ni la peur de mon fils, ni la crainte du conflit. C'était l'espoir. Cet espoir ancien, tenace, presque obstiné, qu'il finirait par voir autrement, qu'il reconnaîtrait, de lui à même, ce que j'avais été et ce que j'étais encore. Cet espoir-là m'avait maintenue silencieuse plus longtemps que je ne l'aurais cru. Je me suis interrogée sans complaisance. Pourquoi avais-je accepté qu'on me parle ainsi? Pourquoi avais-je laissé l'étiquette inutile s'installer, flotter, justifier des décisions prises sans moi? La réponse n'était pas flatteuse, mais elle était honnête, parce que je voulais rester la mère rassurante. Celle qui ne complique rien, celle qui absorbe pour préserver l'équilibre. Or, préserver l'équilibre en disparaissant n'est pas de l'amour, c'est une abdication. Cette prise de conscience n'a pas été brutale. Elle a été lente, presque douce, comme un voile qui se lève. Je revoyais les scènes passées avec une clarté nouvelle. Les phrases dites sur le ton de l'évidence. Les sourires indulgents, les soupirs. Tout formait une suite cohérente. Rien n'était isolé.
Rien n'était accidentel. Je me suis demandé si j'avais donné des raisons objectives de douter de moi. J'ai passé en revue mes journées, mes gestes, mes décisions. J'avais encore toute ma tête. Je gérais mes affaires. Je me trompais parfois, comme tout le monde. Mais rien qui justifie qu'on me enlève le droit de décider. Alors pourquoi ce jugement? Parce que j'avais vieilli, parce que mon rythme avait changé, parce que la lenteur dérange ceux qui veulent aller vite. Cette vérité m'a frappé plus fort que la blessure initiale. On ne m'avait pas jugé inutile pour ce que je faisais, mais pour ce que je représentais, une temporalité différente, une mémoire, une résistance silencieuse à l'efficacité à tout prix. C'est là que j'ai cessé d'attendre une réparation affective. J'ai compris que mon fils pouvait m'aimer sincèrement, tout en me niant une place pleine et entière. Et que cet amour Allah, aussi réel soit-il, ne me protégeait pas. J'ai pris mon carnet. J'ai écrit, non plus pour me souvenir, mais pour me positionner. J'ai listé ce que je voulais encore décider seul, ce que je n'accepterais plus qu'on décide pour moi. Ces listes n'étaient pas des revendications. Elles étaient des frontières. Je me suis aussi posé une question difficile. Qu'est-ce que je risque si je n'agis pas? La réponse était limpide. Je risquais que ce jugement devienne officiel. Qu'un jour, on dise « Elle n'a jamais protesté. Elle a laissé faire. » Et que mon silence soit utilisé contre moi. Ce soir, Allah, quelque chose s'est apaisé en moi. Non pas la situation, mais le tiraillement intérieur. J'ai cessé d'espérer être comprise. J'ai choisi d'être protégée. J'ai relu les documents de la chemise cartonnée, mais pas avec la peur qu'ils me servent un jour, mais avec la certitude qu'ils existaient pour une raison. Je n'avais pas préparé cela par défiance. Je l'avais préparé par respect pour ma propre lucidité future. Je n'éprouvais aucune colère contre mon fils, seulement une détermination calme. Celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à agir juste. Celle qui sait que certaines batailles ne se gagnent pas par la parole, mais par la cohérence et la constance. Cette nuit, Allah, j'ai dormi. Un sommeil profond, sans rêve. Au réveil, je n'avais pas de plan détaillé, mais j'avais quelque chose de plus précieux, une direction. Je savais désormais que la suite demanderait de la méthode, de la discrétion et une fidélité absolue à ce que j'avais compris. Je n'allais plus me justifier. Je n'allais plus tenter de prouver mon utilité. J'allais simplement exister dans le cadre qui me protège. La prise de conscience n'est pas un cri. C'est un alignement. Et ce jour-là, j'étais enfin alignée avec moi-même. Une fois la décision intérieure prise, j'ai compris une chose essentielle. Rien ne devait se voir. La moindre agitation aurait confirmé ce que mon fils croyait déjà. J'ai donc continué à vivre comme avant, en apparence. Mais même rythme, même geste, même silence. La différence se jouait ailleurs. Je suis retournée chez le notaire un matin de semaine, tôt, quand la ville est encore hésitante. J'y suis allée seule. J'avais appris que, dans ce genre de démarche, la solitude est une force. Elle évite les interférences, les interprétations, les loyautés mal placées. Le notaire m'a reconnue immédiatement. Il n'a pas été surpris de me revoir. Il m'a simplement demandé comment j'allais. Cette question, posée sans sous-entendu, m'a presque émue. Je lui ai raconté les faits, le mot inutile, les documents préparés sans moi. Mais le mandat bancaire. Il a écouté sans m'interrompre. Comme on écoute quelqu'un qui sait exactement pourquoi il est là. Puis, il a ouvert un dossier. Nous allons remettre les choses dans l'ordre. AAT a dit calmement. Ce mot ordre m'a apaisé. Nous avons repris chaque élément. Mes biens. Mes comptes. Les décisions déjà prises. Les protections existantes. Ce qui pouvait être renforcé. Ce qui devait être rendu incontestable. Rien n'était conflictuel. Tout était précis. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Une clarté froide, sans émotion excessive. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, à mon nom seul. J'y ai transféré ce qui m'appartenait légalement. Pas pour cacher, pour sécuriser. J'ai également rédigé un document précisant mes volontés, non pas contre mon fils, mais indépendamment de lui. Cette nuance était importante. Je ne cherchais pas à punir. Je cherchais à me soustraire à toute interprétation.
Chaque signature me rendait un peu plus solide. Pas puissante. Solide. Pendant ce temps, à la maison, je continuais à me taire. Mon fils me trouvait calme. Peut-être même soulagé. Il devait penser que j'avais accepté sa vision des choses. Il ne savait pas que ce calme était devenu stratégique. Je faisais attention à tout, à ne pas laisser de courrier traîner, à ne pas modifier brusquement mes habitudes, à ne pas confier mes démarches à quiconque. La discrétion n'était pas de la dissimulation. C'était une forme de protection. Un après à midi, il m'a demandé « Tu es sorti ce matin ?» J'ai répondu « Oui, un peu. » C'était vrai. J'avais marché après le rendez-vous chez le notaire, longtemps, pour sentir mon corps, pour m'ancrer. Cette marche faisait partie de la préparation autant que les signatures. Et j'ai aussi commencé à organiser mes papiers chez moi. Lentement, méthodiquement. J'ai classé, daté, regroupé. Ce travail, apparemment banal, m'a procuré un sentiment étrange de réappropriation. Chaque dossier remis en ordre était une affirmation silencieuse. Je savais ce que je faisais. Non, je n'éprouvais aucune excitation, aucune revanche anticipée, seulement une certitude tranquille. J'étais en train de construire quelque chose qui ne dépendait plus du regard de mon fils. Alors, cette préparation m'a appris une chose fondamentale. La véritable force ne s'annonce pas. Elle se met en place. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle s'appuie sur des faits, des actes, des traces. Je savais que le moment viendrait où cette préparation deviendrait visible. Pas par mon choix, mais par la confrontation inévitable entre la réalité juridique et le récit qu'on avait fabriqué sur moi. Et ce jour-là, je ne voulais pas être dans l'émotion, je voulais être dans la cohérence. Le plus difficile n'a pas été de signer, ni d'organiser. Et prêt. Le plus difficile a été de ne rien dire trop tôt. Mais j'avais compris que parler avant d'être prête aurait été une erreur. On m'aurait interrompu, rassuré, minimisé. Tandis que les documents, eux, ne se discutent pas. Ils se constatent. À la fin de cette phase, je me sentais différente. Pas plus jeune. Pas plus forte au sens habituel. Mais ancrée. Comme si quelque chose en moi s'était enfin aligné. Je n'étais plus une mère qui espérait être reconnue utile. J'étais une femme qui avait pris les mesures nécessaires pour ne plus être jugée. Et dans ce silence organisé, dans cette préparation patiente, je savais que la suite ne serait plus entre leurs mains. Elle approchait. Et j'étais prête. Le moment n'est pas venu avec éclat. Il est arrivé un matin ordinaire, presque banal, comme si la vérité avait choisi la discrétion pour être irréfutable. Mon fils m'a annoncé qu'il avait pris rendez-vous. Il a parlé d'un ton neutre, pratique. On va faire le point, maman. Comme ça, tout sera clair. Tout sera clair. Il croyait parler de moi. Il ne savait pas encore que la clarté allait surtout le concerner. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement accepté. Mon calme l'a rassuré. Il devait penser que j'avais enfin compris, enfin admis ma supposée inutilité. Il ignorait que ce calme était désormais un choix stratégique. Le jour dit, nous nous sommes retrouvés dans un bureau sobre, lumineux, sans signe ostentatoire. Le notaire nous a salués avec courtoisie. Il m'a regardé brièvement, comme pour s'assurer de quelque chose, puis a invité mon fils à s'exprimer. Il a parlé longuement. De fatigue, d'organisation, de responsabilité. Il a évoqué son inquiétude, son désir de bien faire, sa volonté d'anticiper. Et il a utilisé des mots mesurés, presque respectueux. En l'écoutant, j'ai compris à quel point le récit était bien rodé. Il avait répété ces phrases dans sa tête, peut-être même devant d'autres. Puis le notaire s'est tourné vers moi. « Madame, souhaitez-vous vous ajouter quelque chose ?» J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti la chemise cartonnée, lentement, sans emphase. Je l'ai posée sur la table. Le bruit léger du carton a résonné plus fort que n'importe quelle objection. J'ai parlé peu. J'ai présenté les documents, les dates, les signatures, les décisions prises des années auparavant, en pleine lucidité, sans pression. Chaque feuille posée sur la table réduisait l'espace laissé au doute. Le notaire a pris le temps de lire. Puis il a levé les yeux. Tout est parfaitement en ordre. Il dit calmement.
Madame est pleinement capable de gérer ses affaires. Aucune mesure ne peut être prise sans son accord explicite. Le silence qui a suivi a été dense, presque solennel. Mon fils a blêmi. Il a regardé les documents, puis moi, comme s'il me découvrait pour la première fois. Son récit venait de se fissurer, pas parce que je l'avais contredit, mais parce que les faits ne correspondaient plus à l'image qu'il avait construite. Il a tenté de reprendre la parole. Il a parlé de malentendus, d'inquiétude excessive, d'une mauvaise interprétation de ses intentions. Les mots se heurtaient désormais à une réalité qu'il ne pouvait plus contourner. Je n'ai rien ajouté. Je n'avais plus rien à prouver. En sortant, mon fils m'a suivi dans le couloir. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« il demandait, presque désemparé. Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé sans dureté. Je n'ai jamais cessé d'être capable, je répondus. Ce n'était pas un reproche. C'était un constat. À partir de ce jour-là, tout a changé. Les mots inutiles, fatigue, erreur ont disparu de son vocabulaire. Il parlait moins, observait davantage. Comme s'il devait réapprendre à me regarder autrement, sans le filtre de la peur ni de la condescendance. Je n'ai pas savouré cette bascule. Il n'y avait aucune joie triomphante en moi, seulement un soulagement profond. Celui d'avoir laissé la vérité parler, sans la forcer. Le piège s'était refermé sans cri, sans scène, sans humiliation retournée. Simplement parce que j'avais cessé d'être une hypothèse. J'étais devenu un fait. Ce soir, en rentrant chez moi, j'ai rangé la chemise cartonnée dans un tiroir. Elle n'était plus une arme défensive. Elle redevenait ce qu'elle avait toujours été. Une précaution lucide, prise à temps. Je n'avais pas gagné contre mon fils. J'avais gagné contre l'effacement. Et dans ce calme retrouvé, j'ai compris une chose essentielle. On peut être jugé inutile tant qu'on se tait. Mais dès que les preuves parlent, le jugement s'effondre de lui-même. La suite ne serait pas immédiate. Il y aurait des silences, des ajustements, peut-être des regrets tardifs. Mais l'essentiel était acquis. Je n'étais plus une mère à gérer. J'étais une femme reconnue, par la loi, par les faits, et enfin, par elle-même. Après ce rendez-vous, rien n'a explosé. Et pourtant, tout s'est fissuré. La maison est devenue un lieu étrange, comme si l'air y circulait différemment. Les conversations étaient plus courtes. Les silences, plus lourds. On ne parlait plus de ce qui s'était passé, mais tout en portait la trace. La vérité, une fois posée, n'avait plus besoin d'être répétée. Elle travaillait en profondeur. Mon fils n'était plus le même. Il ne me donnait plus d'ordre déguisé. Il ne parlait plus à ma place. Mais il ne savait pas encore comment me parler avec moi. Il hésitait, comme quelqu'un qui découvre qu'il s'est et trompé de rôle, sans savoir comment en changer. Il essayait parfois de faire comme avant. Trouve. Tu veux que je m'en occupe? Puis il s'arrêtait, se reprenait. Enfin. Dis à moi si tu préfères. Ces hésitations m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Elles disaient la chute d'une certitude. Celle qui l'avait autorisé à me juger inutile, sans même s'en rendre compte. Les proches ont commencé à appeler. Certains avec une gêne mal dissimulée, d'autres avec une curiosité presque indécente. On a appris pour le notaire. Je répondais simplement. Sans détail. Sans justification. La justice avait parlé pour moi. Je n'avais plus besoin de convaincre qui que ce soit. Allez, ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle les récits ont changé. Ceux qui me parlaient comme à une femme fragile se sont mis à me parler normalement, sans ralentir, sans expliquer inutilement. Comme si la reconnaissance légale avait soudain restauré une lucidité qu'on me avait refusée. Mon fils, lui, oscillait. Un jour, distant. Le lendemain, presque trop attentionné. Il cherchait une nouvelle place, sans savoir encore laquelle. Il ne s'excusait pas vraiment. Il parlait d'inquiétude, de peur de mal faire, de pression. Je l'écoutais sans interrompre. Mais je n'effaçais rien. Parce que ce qui s'était brisé n'était pas seulement une maladresse. C'était un rapport de force silencieux, désormais impossible à nier. Les tensions ont fini par apparaître ailleurs. Entre lui et sa compagne, notamment. Je n'ai rien provoqué. Je n'ai rien rapporté.
Mais la vérité a ce pouvoir particulier. Elle oblige chacun à se repositionner. Et quand un équilibre s'est construit sur l'effacement de quelqu'un, il ne résiste pas longtemps à la lumière. Allez. Un soir, mon fils m'a dit « Je ne pensais pas que tu avais tout prévu. » J'ai répondu calmement « Je n'ai pas prévu contre toi. J'ai prévu pour moi. » Il a baissé les yeux. Ce moment-là n'était pas une victoire. C'était une reconnaissance tardive. Et je savais que cette reconnaissance, même sincère, ne réparerait pas tout. Elle arrivait après le basculement. La famille s'est recomposée, sans cri. Certains ont pris leur distance. D'autres se sont rapprochés, timidement, comme s'ils redécouvraient une femme qu'ils avaient cessé de regarder. Je n'ai reproché à personne ces silences passés. J'avais cessé de mesurer ma valeur à la fidélité des autres. Ce que j'ai surtout ressenti, c'est une forme de liberté nouvelle. Je n'étais plus tenue de jouer un rôle rassurant. Je pouvais dire non sans me justifier. Je pouvais décider sans expliquer. Cette autonomie retrouvée dérangeait parfois, mais elle était devenue non négociable. Mon fils a tenté, un jour, une phrase maladroite. « Tu comprends ? J'avais peur pour toi. » Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. La peur n'autorise pas à effacer quelqu'un. Il n'a pas répondu. Et ce silence-là, pour une fois, n'était pas une fuite. C'était un apprentissage. L'éclatement familial n'a pas été spectaculaire. Il a été discret, presque feutré. Mais il a marqué la fin d'une illusion. Celle selon laquelle l'amour suffit à garantir le respect. Il m'a fallu accepter que certains liens ne survivent pas à la vérité, et que d'autres, au contraire, ne peuvent exister qu'à partir d'elle. Je me suis retiré peu à peu des discussions inutiles, des tentatives de réécriture. Je choisissais mes présences, mes absences, mes silences. Pour la première fois, ces choix m'appartenaient pleinement. Je n'étais plus une mère à gérer. Je n'étais plus une femme à protéger malgré elle. J'étais simplement moi, dans un espace redéfini, plus étroit peut-être, mais infiniment plus juste. Et dans cet éclatement sans fracas, j'ai compris que la vérité ne rassemble pas toujours, mais elle libère. Et, après l'éclatement, je n'ai pas cherché à réparer ce qui s'était fissuré. J'ai compris très vite que certaines fractures ne demandent pas des pansements, mais de l'espace. Alors j'ai pris cet espace, sans colère, sans déclaration, simplement en me retirant de ce qui m'écrasait encore. La maison est devenue plus calme, pas parce que tout allait mieux, mais parce que je n'acceptais plus le bruit inutile. Je me levais tôt, avant que les pensées des autres ne viennent se poser sur moi. Le matin avait une lumière particulière, presque neuve. Je préparais mon café lentement, comme un rituel de reconquête. Chaque geste simple reprenait une valeur que j'avais oubliée. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni mon utilité, ni ma lucidité, ni ma légitimité. Cette absence d'obligation était une liberté immense, presque déroutante. Là, j'avais passé tant d'années à expliquer, à rassurer, à anticiper les réactions des autres, que vivre sans justification me semblait irréel. J'ai recommencé à marcher, longtemps, sans but précis. Marcher me permettait de remettre le monde à sa bonne échelle. Les passants ne savaient rien de mon histoire. Ils ne me regardaient pas comme une mère à gérer, ni comme une femme fragile. Ils me voyaient simplement passer. Cette neutralité m'apaisait profondément. J'ai aussi repris l'habitude d'écrire, non plus pour me défendre, mais pour me souvenir de moi. J'écrivais ce que je ressentais, ce que j'observais, ce que je comprenais. Enfin, je notais surtout cette chose essentielle. Je n'avais pas changé. C'était le regard posé sur moi qui avait changé. Avec mon fils, la relation s'est transformée. Elle est devenue plus distante, mais aussi plus honnête. Il parlait moins, il écoutait davantage. Il ne me demandait plus de justifier mes décisions. Il semblait découvrir que j'étais capable de choisir sans lui. Cette découverte était inconfortable pour lui, mais nécessaire. Nous n'avons pas reparlé du mot inutile. Il flottait parfois entre nous, silencieux, comme un souvenir gênant. Mais je ne cherchais pas à l'effacer. Je le laissais là, à sa place, celle d'une erreur qui avait tout déclenché. Certains jours, la mélancolie revenait. Pas la douleur vive, mais une tristesse douce, presque fatiguée. Je pensais à la mère que j'avais été, à celle que j'avais cru devoir rester,
pour être aimé. Je comprenais enfin que l'amour conditionnel finit toujours par étouffer. Mais cette mélancolie ne me submergeait plus. Elle passait, comme passent les nuages. Parce que j'avais quelque chose de solide en moi désormais. La certitude que je pouvais vivre sans la approbation constante de ceux que j'aime. J'ai commencé à faire des projets modestes. Rien de spectaculaire. Réorganiser un espace. Planter quelques fleurs. Prévoir un court voyage. Ces projets n'avaient pas pour but de prouver ma vitalité. Ils étaient simplement des élans naturels, libérés de toute surveillance. Ce qui me frappait le plus, c'était le changement intérieur. Je ne surveillais plus mes mots. Je ne m'excusais plus d'exister. Je pouvais dire non sans préparer une justification longue et rassurante. Cette simplicité nouvelle était le fruit d'un long combat silencieux. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que la justice m'avait rendu. Pas seulement des droits, pas seulement une reconnaissance officielle. Elle m'avait rendu le droit de me faire confiance. Un après-midi, assise près de la fenêtre, j'ai regardé la lumière décliner lentement. J'ai pensé à toutes ces femmes, qu'on réduit doucement, sans cris, sans coups, par de simples mots. C'est pour ton bien. Tu ne peux plus, laisse à nous faire. J'ai senti une solidarité profonde avec elles. Je me suis promis une chose, ne plus jamais confondre calme et effacement. Ne plus jamais offrir ma docilité comme preuve d'amour. Et surtout, ne plus attendre qu'on me donne la permission d'être entière. Cette nouvelle vie n'était pas parfaite. Elle était parfois solitaire. Mais elle était juste. Et cette justesse-là valait toutes les illusions perdues. Je n'étais plus une mère jugée inutile. Je n'étais plus une femme à protéger contre elle-même. J'étais une femme debout, avançant à son rythme, sans se retourner, pour vérifier si l'on approuvait encore ses pas. Avec le recul, je comprends que cette histoire n'a jamais vraiment porté sur l'utilité. Elle a porté sur le pouvoir, sur cette tentation silencieuse qu'ont parfois les plus proches de décider à la place de ceux qui vieillissent sous couvert d'amour, d'efficacité ou de protection. J'ai appris, trop tard peut-être, que l'âge ne retire pas la lucidité, mais qu'il la rend parfois invisible aux yeux pressés. Je n'ai pas cherché à humilier mon fils en retour. Je n'ai pas cherché à lui prouver qu'il avait eu tort par des mots plus forts que les siens. J'ai choisi une autre voie, plus lente, plus sûre. Celle qui consiste à remettre les choses à leur place sans faire de bruit. À laisser les faits dire ce que les émotions brouillent. La justice n'a pas réparé les blessures intimes. Elle n'a pas rendu le mot inutile moins violent. Mais elle a posé une limite claire, ferme, incontestable. Elle a rappelé une vérité simple. Tant que je décide, tant que je comprends, tant que je signe en conscience, je suis entière. Et personne n'a le droit de m'enlever cela. Mon fils et moi avançons désormais sur un terrain nouveau, plus fragile peut-être, mais plus honnête. Il ne me parle plus comme à un problème à résoudre. Il m'écoute. Parfois maladroitement, parfois en silence. Ce silence-là n'est plus un effacement, c'est une retenue, un apprentissage tardif. Je ne sais pas ce que deviendra notre relation. J'ai cessé de vouloir la modeler à tout prix. Ce que je sais, en revanche, c'est ce que je ne ferai plus. Je ne confondrai plus la patience avec l'abandon de moi à même. Je ne laisserai plus l'inquiétude des autres définir mes droits. Je ne céderai plus à la facilité de me taire pour préserver une paix qui me coûte trop cher. J'ai appris que l'on peut aimer et poser des limites. Aimer et dire non. Aimer sans se dissoudre. Ces leçons ne s'apprennent pas dans les livres. Elles s'apprennent quand on vous retire quelque chose d'essentiel et que vous décidez de le reprendre, calmement. Si je devais transmettre quelque chose à celles et ceux qui liront ces lignes, ce ne serait pas un mode d'emploi juridique, ni une stratégie universelle. Ce serait une vigilance, une attention portée aux mots qu'on emploie pour parler des anciens, aux décisions prises pour eux, sans les consulter, aux sourires qui masquent des raccourcis dangereux. Vieillir ne signifie pas devenir inutile. Ralentir ne signifie pas être incapable. Se taire ne signifie pas consentir. Il existe un moment, souvent discret, où l'on doit choisir entre continuer à espérer être reconnu ou commencer à se protéger. Ce choix ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas. Il se vit dans la cohérence et la constance. Aujourd'hui, je vis plus simplement. Je choisis mes relations.
Je choisis mes silences. Je choisis mes combats, ou plutôt, je choisis ceux que je n'ai plus besoin de mener. Je sais ce qui m'appartient. Je sais ce que je décide. Et cette certitude me suffit. Je n'ai pas gagné contre mon fils. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai gagné quelque chose de plus discret et de plus durable. La paix d'être aligné avec moi, à même. Et si je devais laisser une dernière phrase, pour celles et ceux qui hésitent encore à se lever sans crier, à agir sans fracas, à préparer sans se dévoiler, ce serait celle-ci, simple, calme, irrévocable. Le silence peut aussi être une forme de justice.